Bon, bonjour à tous, je suis heureux d'être parmi vous. Je sais que vous avez préparé des questions, que vous avez un certain nombre de débats entre vous sur ce que représente l'Europe, ce qu'elle a pu apporter, et puis plus généralement, et je pense que c'est l'intérêt de la rencontre, que vous posiez toutes les questions sur les institutions françaises, à quoi sert un président de la République, qu'est-ce qu'il fait dans la journée, comment il arrive à être élu, ce qui est une question qui n'est pas simplement pour les collégiens et pour les lycéens, ça intéresse beaucoup de monde. Donc, je voulais vous présenter rapidement l'objet même de ce que j'ai pu écrire pour faire comprendre peut-être ce qu'est la machine européenne. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions. Je sais que vos enseignants et vos accompagnateurs vous y ont préparé. Alors, bon, il y a eu des élections européennes cette année. Une élection qui vise à désigner les députés qui vont siéger au Parlement européen. Il y a le Parlement européen, il y a les parlements nationaux. Quelle est la différence? Le Parlement européen, il ne va traiter que des compétences qu'a l'Europe. Les parlements nationaux, l'Assemblée nationale, le Sénat, ce sont des institutions qui vont traiter de tout ce qui a trait à la vie en France. Mais il y a des législations qui viennent de l'Europe, d'où le Parlement européen. L'Europe, elle n'est pas compétente sur tous les domaines. Elle est au départ constituée pour l'agriculture, pour faire une politique commune. Elle a ensuite évolué pour faire un grand marché, ce qu'on appelle le marché commun, le marché unique. Qu'est-ce que ça veut dire un marché? Ça veut dire qu'un produit qui est fabriqué en Allemagne peut arriver en France sans droit de douane, c'est-à-dire sans taxe pour les consommateurs. Alors qu'un produit qui va venir des États-Unis ou de la Chine, il va subir un droit de douane, c'est-à-dire une taxe. Quand la taxe est très élevée, ça veut dire que finalement on protège son marché de la concurrence extérieure. Donc pour l'Europe, il n'y a pas d'entorse, il n'y a pas de frein au commerce, puisque tout produit fabriqué où que ce soit en Europe arrive ici sans droit de douane. Et puis nous aussi, quand on fabrique un produit, on peut l'envoyer partout en Europe sans taxe. Mais les personnes peuvent aussi circuler. C'est-à-dire que vous, si vous voulez aller dans un pays européen, vous n'aurez pas besoin de présenter un passeport ou de demander un visa. Un visa, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait auprès d'une ambassade, un consulat, pour avoir un droit de voyager dans un pays. Si vous allez aux États-Unis un jour, vous devez avoir un visa. Alors, c'est assez compliqué pour avoir un visa. De même que pour des pays africains ou maghrébins, pour avoir un visa pour venir en France, c'est pas facile. Et ben, entre pays européens, il n'y a pas de visa. On peut circuler tout à fait librement. Et puis enfin, l'Europe, elle permet d'avoir des politiques communes dans un certain nombre de domaines, notamment maintenant la transition énergétique, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. L'Europe s'est organisée pour poursuivre un certain nombre d'objectifs, sans d'ailleurs que ça puisse freiner les pays d'aller plus loin s'ils le veulent. Puis il y a une banque centrale européenne. Pourquoi il y a une banque centrale européenne? C'est une banque qui va émettre de la monnaie, l'euro. Il faut bien qu'il y ait des billets, il faut bien qu'il y ait une monnaie. C'est parce qu'on a la même monnaie dans toute l'Europe. Pas forcément dans les 27 pays, mais disons au moins dans 22 d'entre eux, c'est la même monnaie qui circule. Ce qui fait que quand une entreprise vend une marchandise à une autre entreprise en Europe, c'est avec la même monnaie que ça va se calculer. En revanche, quand on veut commercer avec les États-Unis vont dire, non, il faut du dollar. Donc nous, on a l'euro. Pour ça, il faut une banque centrale qui règle les problèmes de la monnaie. Alors, il faut des députés pour contrôler le fonctionnement de cette Europe. L'Europe, elle a été organisée pour que les chefs d'État et de gouvernement, donc moi, quand j'étais président, je siégeais dans un conseil européen où il y avait les 27, il y avait même 28 à l'époque, parce qu'il y avait encore le Royaume-Uni. Et puis,
ce Conseil européen, il fixe les grandes orientations de l'Europe et il approuve un certain nombre de textes. Pour que ces textes soient approuvés, définitivement, il faut qu'il y ait un accord entre le Conseil européen, donc les chefs d'État, et le Parlement européen, ce dont je vous ai parlé, les députés européens des 27 pays. Et la Commission européenne, elle est chargée de mettre en œuvre ce qu'ont décidé les deux instances, Parlement européen, Conseil européen, celle qui prépare. Mais en fait, elle fait plus que préparer, après, elle organise. Et souvent, on dit, les technocrates de Bruxelles, c'est pour viser la Commission européenne. Alors, il y a une présidente aujourd'hui de la Commission européenne, il y a un président du Conseil européen, et il y a un président du Parlement européen. 3 présidents. C'est beaucoup. Déjà, un président, c'est compliqué. 3 présidents qui ont des rôles différents. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas une voix européenne. Regardez, en ce moment, il y a des guerres. Guerre en Ukraine, guerre Israël-Palestine. Eh bien, où est la voix de l'Europe? Il n'y a pas une autorité qui parle avec suffisamment de force pour que l'Europe se fasse entendre. Ce qui fait que c'est les pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, qui peuvent parler, bien sûr. Mais il n'y a pas la voix européenne comme il y a une voix américaine, si tant est que dans ce moment de conflit, ces voix-là portent, puisqu'on voit bien que les guerres se poursuivent. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et ce que je souhaite, c'est répondre à vos questions. Et vraiment, libérez-vous aussi de ce que vous avez préparé. Si vous avez des questions spontanées qui vous viennent à l'esprit, faites preuve de courage. Je ne sais pas si c'est du courage de se lever et de poser la question. Et c'est dur pour tout le monde. Ne croyez pas que quand les présidents ou les responsables politiques s'expriment, ils n'ont pas préparé. Ils ont préparé, forcément. Rien n'est vraiment improvisé. Sauf dans des moments d'extrême gravité, ça m'est arrivé. Et puis, on a toujours un peu d'appréhension avant de parler. Mais quand on écoute les autres, on est un peu libéré. Vous voyez, quand on arrive dans ce qui m'est venu aussi à l'esprit, quand j'étais dans les conseils européens, au début, on se dit, tiens, on va écouter les autres. On ne va pas parler tout de suite. Et puis, quand on a écouté les autres, on se dit, ouais, il vaut mieux qu'on parle assez rapidement parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre ou ce n'est pas forcément très clair. Donc, il faut oser parler. Bon, alors, qui pose la première question ? Alors, vas-y, il en faut une. Vas-y. Je ne sais pas s'il y a des micros. Yep. Ah, alors, il y a une question en bas et une question en haut. Alors, après, il faudra descendre le micro en bas. J'avais une question. Vous avez rappelé les conflits mondiaux et vous avez écrit dans votre livre qu'il ne peut pas être question de sacrifier l'Union européenne sur l'autel de l'Union de la gauche. Est-ce que du coup, pour vous, une Europe forte et militarisée serait la solution pour que l'Europe ait un impact mondial et du poids? Alors, d'abord, il y a une bonne question. Il y a au Parlement européen, comme au Conseil européen, il y a une gauche et une droite. Il y a un centre. C'est un peu la même chose que en France. Dans toute démocratie, il y a une pluralité. Mais on doit se mettre d'accord, même si sur beaucoup de sujets, il y a des différences, on doit se mettre d'accord sur l'essentiel. Et la question, c'est est-ce qu'il faudrait que l'Europe, pour qu'elle soit plus écoutée, elle soit plus forte militairement? Alors, aujourd'hui, l'Europe, dans ses compétences, l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Union européenne, dans ses compétences, il n'y a pas la défense. Il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas de budget pour les équipements militaires pour les pays européens. Donc l'Europe n'a pas de compétences particulières en matière de défense, ce qui est un problème. Si on veut avoir une expression politique, il faut toujours avoir un rapport de force. C'est toujours la même question qui s'est posée depuis le début d'ailleurs. Parce que l'Europe, à un moment, au début de son histoire, elle s'était plutôt engagée sur l'idée d'une armée européenne, puis ça n'a pas abouti. Alors on rappelle souvent une phrase de dirigeant soviétique Staline sur le pape. Et il avait dit, mais le pape, c'est une autorité sans doute, mais combien de divisions militaires il a, le pape?
Donc c'était pour souligner que, en fait, seules comptent les paroles qui sont appuyées par des forces militaires. On peut regretter cette vision-là, mais elle existe. Alors, aujourd'hui, compte tenu des guerres qui se sont déclarées depuis 2 ans, notamment pour l'Ukraine et la Russie, l'idée, c'est de faire avancer la défense européenne. Donc les pays européens, ils sont membres d'une alliance avec les États-Unis, qu'on appelle l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Mais c'est dans cette alliance-là qu'ils se construisent une défense. Et donc ce que souhaitent beaucoup, notamment la France depuis longtemps, c'est qu'il y ait dans cette alliance-là une autonomie des pays européens pour qu'ils puissent avancer davantage en matière de coopération militaire, de partage de forces, de plans stratégiques, d'achat d'équipements militaires pour faire une vraie défense européenne. Poutine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je ne vous souhaite pas forcément d'avoir cette chance, lui, il teste toujours, il évalue toujours votre parole à la capacité que vous avez à faire que cette parole puisse à un moment être traduite en actes militaires éventuellement. Donc il est toujours en train de regarder. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une défense nationale. En France, on a une défense nationale qui prend une grande part du budget de l'État. C'est le 2e poste budgétaire, la défense. Et on a la force de dissuasion. Vous savez ce que c'est que la force de dissuasion? La bombe atomique. C'est le chef de l'État, donc le président de la République, qui est le chef des armées. Et c'est le chef de l'État qui peut décider de l'utilisation de l'arme nucléaire. Ça ne s'est jamais fait. Aucun président de la République n'a utilisé cette prérogative, parce que ce serait une décision tellement considérable. Mais le fait qu'il dispose de cette possibilité, ça s'appelle la dissuasion, peut donner à la diplomatie française un rôle particulier. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à qui vous confiez la présidence de la République. Puisque le président peut quand même, comme on disait autrefois, appuyer sur le bouton nucléaire. Il n'y a pas de bouton nucléaire par ailleurs, mais il peut décider quand même de l'utilisation de cette force. Donc voilà pourquoi la France dispose d'une défense nationale et veut s'engager peut-être davantage aujourd'hui vers une défense européenne. Voilà pour la première question. Alors après, deuxième question. Allez-y, allez-y. Bonjour. Dans quel cas il faut faire une motion de censure? Alors, là, on revient au cadre national. Vous entendez parler de motion de censure. Un gouvernement vient d'être constitué, là, dirigé par M. Barnier, à la suite des élections. Certains ne sont pas contents de cette nomination, voire même ne sont pas satisfaits du budget. Vous savez ce que c'est que le budget? C'est les impôts, les dépenses de l'État. Et ça va être présenté dans les jours qui viennent. Donc, des députés ne sont pas contents de cette nomination, ou pas contents de l'action de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les députés? Ils peuvent donc déposer ce qu'on appelle une motion de censure. Une motion de censure, c'est dire, voilà, si ce texte, cette motion, obtient une majorité de voix à l'Assemblée nationale, le gouvernement est obligé de démissionner. Donc, pour ça, il faut ajouter à ceux qui ont déjà déposé cette motion de censure, qui sont les premiers à prendre cette initiative, tous ceux qui veulent s'y rallier. S'il n'y a pas la majorité, la motion de censure ne recueille pas donc les voix nécessaires, le gouvernement peut continuer son action. Si, et c'est arrivé quand même dans l'histoire, si la motion de censure recueille une majorité de voix de députés, le gouvernement est obligé de s'arrêter et ce qu'on appelle, il tombe, c'est-à-dire le Premier ministre n'est plus le Premier ministre, les ministres ne sont plus ministres, il faut nommer un nouveau gouvernement. C'est ça la motion de censure, censurer. Mais il faut quand même qu'il y ait un nouveau gouvernement. Alors, deux solutions. Le président de la République peut dire, bon, vous avez censuré le gouvernement, il ne peut plus agir, je vais nommer un nouveau Premier ministre. C'est la première solution. Ou deuxième solution,
le président de la République peut dire je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Dissoudre, ça veut dire je vais faire que les députés soient obligés d'aller devant les électeurs. C'est ce qui s'est passé au mois de juin dernier. Il y a une nouvelle élection des députés. Sauf que en ce moment, comme il y a eu déjà une dissolution, le président de la République ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale avant 1 an. Donc pendant 1 an, s'il y a une motion de censure qui fait tomber le gouvernement de M. Barnier, le président de la République est obligé de nommer un nouveau gouvernement, de chercher donc une solution, car il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est clair? D'accord? Si c'est pas clair, il faut me le dire. Hein. Autre question? Vas-y, toi. L'extrême droite nationaliste progresse dans tous les pays européens. L'Europe va-t-elle s'effondrer? Alors, comme on est au musée de la magie, voilà, il n'y a pas d'effondrement général. Mais il y a quand même une extrême droite qui progresse partout en Europe, ça c'est vrai. Que ce soit en France, hein, où elle est à un niveau élevé, comme jamais elle a été aussi forte, que ce soit en Allemagne, qui était un pays qui avait connu le nazisme, et on pensait que jamais une extrême droite pourrait ressurgir. Et elle a fait des scores importants. En Italie, c'est une femme première ministre qui est d'extrême droite, en tout cas d'un parti qui était d'extrême droite. Que ce soit en Suède, qui était un pays où c'était pas du tout la tradition, que ce soit en Autriche, enfin je ne vais pas continuer ainsi, la Hongrie, la Slovaquie, etc. Et alors, est-ce que c'est un signe inquiétant? Oui, ça prouve qu'il y a une grande partie des Européens qui sont prêts à fermer leurs frontières, non pas les frontières à l'intérieur de l'Europe, mais leurs frontières extérieures, à plus faire venir de migrants, parce que c'est le thème principal des extrêmes droites. C'est de dire on doit plus accepter de migrants supplémentaires et on doit se fermer à l'égard du monde. Mais avant, l'extrême droite, elle était contre les technocrates de Bruxelles, contre la Banque centrale européenne, contre tout ce qui venait de l'Europe. C'est ce qu'on appelait des souverainistes. Les souverainistes, c'est ceux qui disent non, on veut plus d'Europe, on veut que nos affaires soient réglées dans chacun de nos pays. C'était ça la position de l'extrême droite. Donc, quand les gouvernements d'extrême droite sont installés, on aurait pu craindre, comme ça a été le cas pour le Royaume-Uni, qu'il y ait donc, le Royaume-Uni, ça s'appelait le Brexit, qui est donc des pays qui quittent l'Union européenne. On va prendre quelques exemples. La Hongrie, par exemple, qui est un pays qui est gouverné par un Premier ministre d'extrême droite, jamais, même s'il critique l'Europe, il ne veut faire sortir son pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, même s'il est très négatif sur l'action de l'Europe, il tire des avantages tellement grands, son pays tire des avantages tellement grands de l'Europe, qu'il ne veut surtout pas quitter l'Europe. Pourquoi la Hongrie, un pays comme celui-là, ou je pourrais en citer d'autres? Parce qu'il y a des aides de l'Europe pour des régions qui sont fragiles, notamment en Hongrie, mais pas simplement en Hongrie, parce que les produits qui sont fabriqués en Hongrie peuvent s'exporter très facilement partout en Europe. Bref, il y a tellement d'avantages que ce que représente l'adhésion à l'Europe et la présence dans l'Europe, que même les gouvernements d'extrême droite ne veulent plus quitter l'Europe. Mais ils veulent, c'est en ce sens que ta question est juste, ils ne veulent pas faire effondrer l'Europe, ils veulent arrêter l'Europe, qu'elle ne puisse plus avancer, qu'elle n'ait plus de nouvelles compétences et qu'elle se limite simplement à des traités qui existent et qu'elle soit beaucoup plus ferme en matière d'immigration. C'est ça leur position. Mais pas quitter l'Europe. Ce qui est un problème parce qu'on aurait envie de leur dire mais partez, rendez-nous service, sortez de l'Union européenne, puisque vous ne l'aimez pas. Mais non, ils disent on veut rester, on vous aime pas, mais on veut votre argent. Bon, voilà. Autre question.
Bonjour. Bonjour. Vous dites que l'OTAN est en soi le bras armé de l'Europe, mais on voit bien que ces dernières années, les États-Unis, le membre le plus puissant, évitent de s'investir dans l'OTAN, que ce soit en injectant moins d'argent ou en évitant d'intervenir. Voilà. Oui, l'OTAN, donc c'est une organisation de défense qui associe les pays européens, les principaux pays européens, et les États-Unis et aussi le Canada. Aujourd'hui, avec Biden, l'OTAN reste une alliance assez solide entre les États-Unis et l'Union européenne. Bon, dans un mois, il y aura des élections aux États-Unis. Je ne vous apprends rien. Donc il y a deux candidats. Kamala Harris, qui représente les démocrates, et qui, elle, est sur la position de maintenir l'OTAN et de renforcer même le lien entre l'Amérique et l'Europe. En revanche, Donald Trump, quand il était déjà président des États-Unis, il voulait s'éloigner de l'OTAN et dire aux Européens, écoutez, si vous voulez vous défendre, payez votre propre sécurité. Ce n'est pas à nous, Américains, de vous protéger, de dépenser de l'argent, de vous assurer une forme de garantie face à la Russie, c'est à vous de faire ce travail. On peut comprendre, on peut l'entendre, mais ça serait une rupture dans la solidarité qu'on appelle atlantique, c'est-à-dire solidarité entre les États-Unis et l'Europe. Il est donc probable que si Donald Trump est élu à la présidence des États-Unis, il va s'éloigner, peut-être pas s'écarter, mais s'éloigner de l'OTAN et ne plus financer ce qu'est la sécurité du continent européen. Si c'était le cas, il y aurait une nécessité pour l'Europe, c'est la première question qui a été posée, ce serait presque une obligation pour les Européens de dépenser plus d'argent, de s'intégrer davantage dans des programmes de fabrication militaire, d'associer davantage les forces armées de chaque pays pour faire une vraie Europe de la défense. D'un mal peut-être arriver à un bien, mais enfin, ce serait un affaiblissement très sérieux de la sécurité européenne. Des pays comme la Pologne, parce que la Pologne, ils sont pas loin de la Russie quand même. Des pays comme ce qu'on appelle les États baltes. Les États baltes, c'est la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, c'est tout près de la Russie, ou la Finlande, qui est tout près de la Russie. Ces pays-là disent, si on est plus protégé par l'OTAN, par les États-Unis, même s'il y a une défense européenne, est-ce qu'on est sûr que les Européens vont venir à notre secours si on est envahi? C'est une bonne question quand même. Il se pose l'interrogation de savoir quelle est la solidarité et l'efficacité de la défense européenne si les États-Unis ne sont pas là. Alors, dans ce qu'on appelle l'OTAN, il y a un article très important. Un article, c'est une part du traité donc, qui organise l'OTAN, qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres doivent se porter à son secours. Je prends un exemple. Si l'Ukraine était membre de l'OTAN, et quand elle a été envahie par la Russie, il aurait été nécessaire que tous les pays membres de l'OTAN viennent à son secours. Comme l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, c'est une des raisons qui a provoqué son invasion par la Russie, eh bien, à ce moment-là, on a donné des armes, on a fourni de l'aide financière, mais on n'a pas envoyé de troupes, on n'a pas envoyé de soldats sur le sol ukrainien. En revanche, si la Pologne était attaquée, là, on serait obligé d'aller à son secours et donc de lui fournir plus que des armements, d'aller faire la guerre. Donc c'est un principe quand même très, très engageant d'être membre de l'OTAN. Quand ce sont les États-Unis qui sont derrière les Européens disent les Américains vont faire le travail, puis nous on suivra. Si les Américains ne sont plus là, c'est aux Européens de le faire. Donc c'est une question très importante. Les élections américaines vont avoir donc une conséquence sur notre propre vie politique. D'ailleurs, pas simplement sur le plan militaire. Si Trump est élu, il va vraisemblablement, lui, mettre des droits de douane. Je vous ai parlé des droits de douane, des taxes pour les produits qui viendront de l'Europe. En ce moment, par exemple, il y a des taxes qui peuvent toucher
Les produits champagne, alcool, cognac, dont les Américains peuvent être des consommateurs, peut-être même Trump lui-même. Ce serait une explication d'ailleurs, si c'était vrai. Donc, mais il y a des taxes qui sont donc décidées aux États-Unis pour freiner les importations. Et Donald Trump, lui, il est pour que ces taxes soient relevées. Donc, beaucoup de produits européens, les voitures allemandes, les produits cosmétiques, produits beauté, les alcools, tout ça, pour les Européens, ça aurait des conséquences en termes d'emploi assez graves, puisqu'ils ne pourraient plus aller vers les États-Unis, ou alors payer très cher des droits de douane et des taxes. Autre question? Là? Ici? Qu'est-ce que la citoyenneté européenne et pour vous, comment peut-elle s'exprimer? Alors vous, tous, vous êtes citoyens français, membres de la République française, et vous êtes aussi citoyens européens. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait le même statut. Être citoyen français, ça veut dire que vous pouvez voter à toutes les élections qui existent en France. Quand vous aurez 18 ans, vous pouvez voter aussi bien pour les élections locales que pour les élections de députés ou l'élection présidentielle. Vous êtes citoyen français, vous votez à toutes les élections. En tant que citoyen européen, vous pouvez voter, mais uniquement pour les élections locales. C'est-à-dire vous êtes français, vous travaillez en Allemagne, prenons cet exemple-là. Il y a des élections municipales en Allemagne, vous pouvez voter. Mais vous ne pouvez pas voter pour les députés allemands. Donc c'est une citoyenneté limitée, puisqu'on ne peut pas participer à ce qui appartient à la nation. Deuxièmement, pour les impôts, quand vous êtes citoyen français, vous devez payer des impôts. Quand vous êtes citoyen européen, vous n'avez pas à payer d'impôts européens directement. Il n'y a pas d'impôts européens que vous êtes obligé d'acquitter. Citoyen européen, vous avez des droits, vous avez des devoirs, mais vous êtes d'abord régi par votre propre nation. Donc c'est une citoyenneté qui vous permet d'élire un Parlement européen, c'est une citoyenneté qui vous permet de voter aux élections locales, c'est une citoyenneté qui vous permet de circuler, c'est une citoyenneté qui fait que vous avez un passeport européen qui vous permet justement de circuler, mais ça ne va pas aussi loin qu'une citoyenneté nationale. Autre question? Quelle est la journée type d'un président français? Oui, je peux me prononcer que pour le français. Hein, pour Donald Trump, je ne pouvais pas vous préciser sa journée, mais même si la nuit, visiblement, il tweetait beaucoup. Bon, un président français, justement, et c'est pour ça que cette question est intéressante, il n'y a pas de journée type. Apparemment, on peut dire, le matin, il commence à 8 h, il finit à je sais pas, à 20 h. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant la journée? Alors, il peut faire des réunions avec les ministres, il peut se déplacer dans une journée pour faire une visite d'entreprise ou pour une visite d'un établissement scolaire ou d'une commune où il y a un élément intéressant, une entreprise qui vient de s'installer. Il peut recevoir des délégations étrangères. Il peut aussi avoir des contacts avec des chercheurs qui vont lui apporter un certain nombre d'éléments qui vont l'éclairer, ou des experts. Mais en fait, ça ne se passe jamais vraiment comme ça. Parce qu'il y a toujours un événement dans la journée qui va obliger le président à improviser une situation. Des intempéries, il y en a eu là. Un problème sanitaire, il y en a eu quand même beaucoup. Un événement à l'étranger, une visite impromptue d'un chef d'État. Donc, il n'y a aucune journée qui ressemble à la précédente et il n'y a aucun horaire qui peut
être fixé. Le président, il ne vient pas pointer en disant « Tiens, j'ai fait mes heures, et après, c'est repos ». De la même manière, il n'y a pas nécessairement le samedi ou le dimanche, ce n'est pas des jours qui sont sans activité, notamment quand il y a un déplacement à l'étranger. Et puis, il arrive des événements, j'en ai connu, quand il y a un acte terroriste qui est commis, bah, ça vous oblige jour et nuit à être présent, à être vigilant et à prendre des décisions. Et c'est pour ça que l'action politique, à ce niveau-là, elle ne peut pas être totalement encadrée. Elle ne peut pas être totalement fixée. Il y a bien sûr des gens qui travaillent sur l'agenda du président. Qu'est-ce qu'il va faire dans une semaine, dans un mois, etc., pour qu'il ait un planning. Mais en fait, c'est souvent bousculé. Mais c'est ça, la vie d'un président, ça doit ressembler, non pas à la vie des Français, mais à la vie du monde, hein, qui pèse, qui est là. Quand il y a des guerres, quand il y a des événements dramatiques, le président, il doit être présent. Alors, où vit un président? Finalement, moi, je pensais que, quand j'ai été élu, que je pouvais rester chez moi. Mais au début, les gens, quand vous habitez un immeuble, quand vous êtes une maison, vous êtes président de la République, les gens autour de vous, ils sont plutôt contents, au début. Ils disent, c'est bien, il y a des policiers partout, on est bien protégé. Mais au bout de quelques semaines, ils disent, c'est insupportable d'avoir le président pas loin, avec tout ce que ça peut générer d'activités, quelquefois de manifestations, etc. Et puis, il y a un problème de sécurité. Donc, au bout d'un certain moment, tous les présidents ont fini par habiter à l'Élysée. Et donc, habitant à l'Élysée, ils sont soumis à des demandes permanentes. On sait où le trouver. Il est là. On se dit, c'est pas quoi faire. On va lui téléphoner. On va lui poser une question. Donc, je parle des collaborateurs. Donc voilà, le président, il est tout le temps attaché à ce lieu, avec le risque, vous voyez, d'être enfermé dans le lieu, de plus pouvoir sortir du lieu. On ne peut pas aller se balader en disant, tiens, ce soir, je vais faire une petite promenade. Ou alors, il le fait avec un service de sécurité qui fait qu'il ne rencontre pas grand monde. Donc c'est pour ça que c'est un risque pour les présidents d'être loin des gens. Alors c'est important d'être en contact avec la population. Et c'est toute la difficulté de la tâche. Autre question? Ah ben, il y a plein de questions là-bas. Ça se réveille, là. On va en prendre peut-être 2-3 questions de suite, comme ça ne baladera pas trop le micro. Comme vous l'avez rappelé suite à ma première question, le nucléaire est un point essentiel dans la géopolitique mondiale. Et récemment, Poutine a menacé d'utiliser l'arme nucléaire suite aux aides américaines avec les nouveaux avions envoyés qui tirent plus loin et permettent la Russie encore plus profondément dans leurs terres. Faut-il donc craindre la possibilité d'une guerre nucléaire dans les années ou dans les mois qui suivent? D'accord. Il y a une question à côté de quelqu'un Le non exprimé par les Français en 2006 avec le traité de Lisbonne. 2005. Qu'est-ce qu'il dit du lien des Français avec l'Europe? D'accord. Troisième question, quelqu'un juste en bas, puis après je réponds. En tant que président ayant rencontré Vladimir Poutine, à quel point pensez-vous qu'il a hérité du communisme, de l'URSS ou encore même de Staline? Alors, on va prendre ces deux premières questions et puis après, on reviendra sur le référendum de 2005. Poutine a été un agent du KGB, c'est-à-dire un agent des services secrets, si vous voulez, au temps de l'Union soviétique. Je pense qu'une partie de son attitude d'aujourd'hui tient à l'effondrement de l'Union soviétique, de l'humiliation qui pour lui a été le fait que cet ensemble, qu'on appelait donc l'Union soviétique, s'est effondré et que la Russie a perdu un certain nombre de territoires, puisque l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Turkménistan, enfin, beaucoup de pays se sont libérés, si je puis dire,
de l'Union soviétique. Ensuite, Poutine n'est pas du tout communiste. Il n'a pas une vision idéologique au sens de transformation d'une société. Il n'est pas un héritier du communisme. Il n'a pas de volonté de réduire le capitalisme ou de vouloir que les richesses soient réparties d'une certaine façon. Non, ce n'est pas du tout sa préoccupation. C'est un nationaliste. Et comme nationaliste, il peut se réclamer des figures qui ont été celles de l'Union soviétique, de Staline plus que de Lénine. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais de tout ce qui peut flatter, stimuler le nationalisme russe. Alors ensuite, est-ce que, avec ce nationalisme qui fait qu'il a l'adhésion d'une partie de la population, à chaque fois que vous flattez un sentiment qu'on va dire patriotique, mais en fait qui est un sentiment identitaire, l'identité russe, chaque fois que vous flattez un sentiment comme celui-là, vous avez forcément un courant dans l'opinion qui vous soutient. Puis d'autres qui sont un peu effrayés, d'autant qu'il a finalement hérité du stalinisme, du communisme, des méthodes autoritaires. Aujourd'hui, les opposants sont en prison. Il a fait une élection présidentielle en Russie. Il l'a gagnée comme on gagnait les soviétiques autrefois, c'est-à-dire avec une très très large majorité. Surtout quand les opposants sont en prison, c'est facile de gagner les élections. Vous voyez ? Surtout, alors, vous pouvez même les gagner encore avec plus de sûreté si vous tuez votre opposant. Ce qu'il a fait aussi. Donc il a des méthodes qui, finalement, s'inspirent de ce qu'était l'histoire de la Russie, mais avec une vision qui n'est pas du tout une vision idéologique, une vision identitaire. Alors ensuite, l'économie russe est une économie qui n'est pas considérable, c'est pas la Chine. L'économie russe, c'est 10 fois moins que la Chine. Donc c'est pas sur l'économie qu'il peut avoir une influence et une puissance. En revanche, il a des moyens militaires qui sont, eux, considérables. Et dans ce cadre-là, il dispose de l'arme nucléaire, dont il a hérité de l'Union soviétique d'ailleurs, des arsenaux nucléaires. Là, chaque fois que des Américains ou les Européens fournissent des missiles conventionnels, ça veut dire pas nucléaires, hein, des missiles, de l'artillerie, si vous voulez, à l'Ukraine, qui peuvent atteindre son propre territoire, c'est-à-dire qui peuvent toucher des villes russes, il agite la menace nucléaire. En disant, si vous touchez, si les Ukrainiens touchent une ville russe, je peux être tenté d'utiliser l'arme nucléaire. Il le fait assez régulièrement, chaque fois qu'il y a une livraison, et chaque fois que les Ukrainiens disent qu'ils peuvent attaquer la Russie. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, puisqu'il y a une offensive ukrainienne qui a pris des villes en Russie. Alors, on lui répond, mais vous, ça ne vous a pas gêné d'envahir l'Ukraine, et on ne vous a pas menacé d'utiliser des armes nucléaires. Alors, est-ce qu'il faut totalement négliger cette menace en disant, oui, tu es un bluffeur, tu es un menteur, ce qui est vrai, hein, mais il a quand même des armes nucléaires. On ne peut pas complètement négliger cette menace. Mais on doit respecter ce qu'on appelle les règles de la dissuasion. Un pays qui utiliserait une arme nucléaire pour en frapper un autre, qui n'a pas d'arme nucléaire, la riposte, ça sera que les pays qui sont en soutien de la nation qui a été attaquée frappent aussi avec des armes nucléaires. Donc Poutine sait très bien que si il décidait, même sur une frappe limitée, d'utiliser une arme nucléaire, il aurait en retour des États-Unis, on verra ce qu'est la position de Trump s'il est élu, mais enfin en tout cas même de la France, je dis bien de la France, hein, ou du Royaume-Uni qui a l'arme nucléaire aussi, une réponse. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il puisse utiliser une arme nucléaire tant il sait que ça aurait des conséquences immenses. Ce serait la première fois qu'il y aurait une guerre nucléaire, à part ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc ne pas complètement ignorer cette menace, mais penser qu'elle est utilisée à des fins de pression diplomatique.
La question après sur le référendum, il y a eu un référendum. Vous savez ce que c'est qu'un référendum? On consulte les citoyens, on leur dit est-ce que vous êtes pour, contre une question. Quelle était la question en 2005? C'était pas française, français, est-ce que vous voulez rester dans l'Union européenne? C'était pas française, français, est-ce que vous voulez avoir une monnaie européenne unique? Ça, il y avait déjà eu un référendum là-dessus, ils avaient répondu oui. C'était est-ce que vous voulez approuver un traité qui va modifier les institutions européennes et qui va consacrer l'Union européenne, au sens où c'était un traité qui reprenait tous les traités antérieurs et qui disait, bon voilà, maintenant, on a une Union européenne et les anti-européens, mais ceux qui n'étaient pas contents non plus du fonctionnement de l'Europe, sans vouloir quitter l'Europe, ont voté majoritairement non. C'était un problème parce que c'était pas un problème pour la France parce qu'elle était toujours membre de l'Union européenne et donc, mais ça faisait tomber le traité en question qui n'était pas considérable, mais enfin ça le faisait tomber. Et le président de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, donc mon prédécesseur, a dit bon, on va corriger peut-être ce qui doit être corrigé et on va faire passer ce traité non plus par référendum, mais par le vote du Parlement. Et donc, un certain nombre de nos concitoyens ont dit c'est pas juste, c'est pas bien, parce que nous, on avait dit non majoritairement par référendum, et après, on n'a pas été consulté, alors que c'était comme un traité qui avait été repoussé par nous. Voilà pourquoi il y a encore un ressentiment, si vous posez la question, c'est qu'il y a encore un ressentiment d'une partie de la population qui dit, ben voilà, on nous consulte, et quand on dit non, on ne tient pas compte de notre avis. Ça a sans doute éloigné les Français de l'adhésion à l'Union européenne, incontestablement, même si ce traité ne méritait pas, je pense, qu'on se divise comme ça a été le cas. Alors il y a deux questions là devant. Vas-y. Moi, j'ai une question concernant les attentats. Dans quelle mesure le soutien de l'Union européenne a-t-il été essentiel? Enfin, comment l'Europe a réagi face à ça? Ouais. Justement, ça rejoint un peu ce débat-là. Comment avez-vous vécu la soirée du Bataclan en tant que président? Alors d'abord, il y avait déjà eu des attentats en France qui avaient été organisés ou perpétrés par des individus. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé sur la rédaction de Charlie Hebdo au mois de janvier 2015, et puis dans un magasin hyper cachère, dans un magasin où les Juifs venaient faire leurs courses, où il y avait eu des morts. Donc ça, c'était déjà des actes éminemment graves et qui montraient que la France était visée. J'avais toutes les informations selon lesquelles des commandos en Syrie, notamment en Irak, se préparaient à venir en France et à nous attaquer. J'essayais d'informer les Européens en leur disant, vous ne pensez pas que c'est parce que la France se met en mouvement contre la Syrie de Bachar el-Assad ou est vraiment engagée contre le djihadisme en Afrique, que seule la France va être visée. Je prévenais les pays européens. Je dis, vous allez être aussi à un moment concernés par ces actions terroristes. Il y avait sans doute un peu de scepticisme, c'est-à-dire de doute, en disant, mais c'est la France qui veut intervenir dans le monde, elle en paye le prix. Peut-être dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants européens, il y avait ça. Et puis finalement, ils ont tous été touchés d'une manière ou d'une autre, un pays comme le Danemark, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, bon. Donc il y a eu une solidarité à ce moment-là beaucoup plus forte. Et je dois dire que vous étiez très jeune à l'époque, mais quand il y a eu les attentats de mois de janvier de 2015, tous les chefs d'État européens, tous les chefs de gouvernement étaient venus à Paris défiler. Ça avait été quand même pour nous un soutien moral, symbolique, une fierté d'une certaine manière. On était frappés par le terrorisme, mais c'était nous la France, parce que c'est la France des droits de l'homme, de la liberté d'expression, qui avait le bénéfice de cette solidarité du monde entier, pas simplement des Européens, d'ailleurs du monde entier. Donc oui, et après, on a beaucoup travaillé avec les pays européens pour échanger les informations, pour
faire que les services secrets services de renseignement, hein, donc puissent travailler en plus grande fluidité, et ça a été relativement efficace. Mais ça ne nous a pas protégés néanmoins d'autres attentats, et notamment de cet attentat terrible du 13 novembre. L'année prochaine, hélas, hein, ça fera 10 ans, donc vous allez sûrement assister à des cérémonies qui rappelleront au mois de janvier et au mois de novembre de l'année prochaine les tragédies que nous avons pu connaître. Alors voilà comment ça se passe pour un président de la République. Ça rejoint la question qui était posée. Je suis au Stade de France, il y a un match amical qui n'a pas grande importance. Le ministre des Affaires étrangères allemand est à côté de moi. On est dans une période où on sait qu'il y a des menaces. Et puis j'entends une première détonation qui retentit, une deuxième qui arrête même le joueur qui a la balle, qui était Evra. Et ensuite, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un pétard? Est-ce que c'est une bombe agricole? Est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur? On ne voit pas de mouvement de foule dans le stade. Donc, je suis prévenu qu'il y a déjà un mort à l'extérieur. Et à ce moment-là, j'ai d'autres informations qui me disent que sur Paris, il y a donc des attaques terroristes sur les terrasses et ensuite sur le Bataclan. Donc, que faire? Est-ce qu'il faut quitter le stade précipitamment? Les gens, on avait fait couper les réseaux sociaux, donc ils n'ont pas forcément l'information de ce qui se passe à Paris, ni même dans le stade. Parce que ma crainte, c'était que, comme on peut connaître, hein, dans les moments de panique, que les gens se marchent dessus, et que c'était sans doute l'intention des terroristes, et qu'il y ait des morts, comme on en a connu dans d'autres stades à d'autres époques. Donc je ne bouge pas, et à la mi-temps, je préviens que je vais à un moment m'éclipser, mais qu'il faut que tout le monde reste à la tribune. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour un président qui connaît ce type d'événements, d'attaques en l'occurrence? Il faut à la fois prendre des décisions pour neutraliser les terroristes, les arrêter, les tuer si nous en avons la possibilité pour qu'ils ne tuent pas davantage. Et puis il faut aussi qu'on sache s'il y a des complicités qui peuvent répéter des actes terroristes dans les heures qui vont venir. Et puis en plus, il faut s'adresser au pays qui est saisi par la peur quand même. Et la peur, elle aboutit toujours à des attitudes régressives. C'est-à-dire quand on a peur, on s'en prend à l'autre. Le risque, c'est de créer une séparation, une division dans le pays. Que chacun puisse douter de l'autre. Alors que les victimes, elles étaient de toute confession, de toute couleur, et donc il n'y avait aucune raison de s'en prendre à tel ou tel. Mais c'était le risque, donc il fallait parler. Et le rôle d'un président, à ce moment-là, c'est pas simplement d'agir, faire que des décisions soient prises pour interpeller les terroristes et pour libérer des otages, et puis c'est aussi de parler, de dire à la nation, avec les mots que je disais tout à l'heure, peuvent être improvisés, mais qui doivent être suffisamment forts pour que chacun se retrouve dans une forme d'unité. C'est ce qu'on a fait. Et avec aussi, moi, j'avais des enfants, j'ai toujours des enfants d'ailleurs, mais où ils étaient, parce qu'ils étaient à Paris, ils pouvaient être aussi sur des terrasses ou au Bataclan, et finalement, on s'aperçoit qu'on a toujours des membres de nos familles, des amis qui peuvent être touchés par le terrorisme. Donc on vérifie. Et pour les parents, c'est une angoisse terrible. Et pour des familles, de savoir qu'ils avaient des proches qui étaient au Bataclan. Je suis allé, moi, à la sortie du Bataclan, au moment où on vidait la population qui avait connu l'effroi, quoi. La barbarie. Donc, voilà, on peut s'imaginer ce que c'est que les traces... les cicatrices qui ne sont pas forcément physiques. Quelquefois, quand on est blessé, on a une cicatrice, elle se soigne. Mais quand on vit des événements comme cela, c'est des cicatrices psychologiques qui demeurent très longtemps. Voilà ce que peut vivre à un moment un chef de l'État. Alors, d'autres questions? Là-bas, là. Vas-y, devant.
Vous avez parlé des réseaux sociaux et vous avez la possibilité de les couper complètement sur le territoire français. J'aimerais bien. Parce que... Mais là, techniquement, on peut, c'est pas toujours totalement efficace. On peut dans un stade brouiller les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on a fait. Pourquoi on l'a fait? Il faut des raisons graves pour le faire. On l'a fait parce que la crainte que je pouvais avoir, c'était que si les gens apprenaient qu'il y avait une bombe qui avait explosé à côté du stade, ils pouvaient se dire qu'il y avait une bombe qui pouvait exploser dans le stade. Et donc ça aurait créé des départs précipités de spectateurs, et ils n'ont pas bougé. De même qu'on n'a pas informé les joueurs à la mi-temps de ce qui se passait. Sinon les joueurs auraient dit, écoutez, on arrête la partie quand même, pas prendre ce risque. Donc il fallait avoir cette obligation de maintenir tout le monde sur place. C'est là qu'on a pu bloquer les réseaux sociaux. Mais autrement, non, les réseaux sociaux, on ne peut pas les bloquer. Vous-même, vous les utilisez. C'est ce qui est d'ailleurs à la fois une source d'information, quelquefois, et une source de désinformation aussi, de manipulation. Bon, vous savez tout ça. Hein. C'est aussi le rôle de l'école, du collège, du lycée, de vous alerter. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme vérité, ou qu'est-ce que c'est au contraire que des vérités qui ne sont pas établies. Bon, et il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour nous instrumentaliser. Là, c'était possible en plus. Hein. Et les terroristes, ils utilisent les réseaux sociaux, cryptés ou pas cryptés. Là, on a fait voter une loi d'ailleurs, pour rester sur la question. Quand j'étais président, on a fait voter une loi pour pénétrer les sites cryptés. Mais on a découvert quand même avec Telegram qu'il y avait une utilisation sur ce site-là, enfin sur cet opérateur, de messages alors qui pouvaient être pédopornographiques ou qui pouvaient être même utilisés par les mafias ou par le terrorisme. Donc il faut arriver à pouvoir les pénétrer. Les services russes utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour nous manipuler. Alors, qui n'a pas posé la question là-bas ? Bonjour. Oui, ça marche. Ah, c'est bon. Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait face dans le monde après de presque 23 guerres quand même, qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins choquantes pour nous les jeunes. Et ce que je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que nous, la France, on est quand même capable de déclencher l'arme nucléaire? Alors si cette question elle a déjà été posée, si je vous la repose, c'est déjà parce que notre avenir est quand même en jeu dans votre réponse. Et c'est aussi parce que la Russie a présenté en mars 2022, au début de la guerre en Ukraine, l'arme la plus destructrice du monde. Elle est capable de détruire la France, elle va détruire surtout le pouvoir, mais aussi la population. Et les prochaines guerres vont plutôt pas se compter en milliers ni en millions, mais peut-être en milliards de corps. Donc, enfin, c'est un peu exagéré, mais ça peut être réaliste. Peut-être pour nous faire respirer, tu veux poser une question ? Ne vous inquiétez pas de panique. Vas-y. Quand un pays est en déficit budgétaire, comment s'organise le gouvernement? Visiblement mal, mais je m'en doutais. Je reste sur la première question, puis je viens sur la seconde. D'abord, premier élément que vous avez apporté, il n'y a pas que la guerre en Ukraine et que la guerre en Israël-Palestine en ce moment. Il y a une guerre au Soudan, il y a une guerre en Birmanie, il y a une guerre en République démocratique du Congo. Donc il y a des guerres dont on parle assez peu, qui font pourtant des dizaines, des centaines de morts. Mais nous, parce que c'est des guerres qui nous concernent peut-être plus particulièrement, croit-on. Pourtant il y a quand même des gens qui vivent ici, qui sont issus du Soudan ou de l'Érythrée, de la République démocratique du Congo. Donc ça devrait nous mobiliser quand même. Mais c'est vrai que ce sont les deux guerres, Palestine, Israël, Liban maintenant, et Ukraine, qui nous mobilisent. Alors je reviens sur l'arme nucléaire. On n'utilise pas l'arme nucléaire de n'importe quelle manière et dans n'importe quelle circonstance. Je rappelle qu'elle a été utilisée une fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis ont utilisé les bombes atomiques sur le Japon, dans 2 villes. Depuis,
il y a eu ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'était pendant la guerre froide, entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'était le fait que chacun ayant des arsenaux nucléaires, même si la Chine s'y est ajoutée, eh bien, il était clair que chaque fois qu'il y avait une arme qui était encore plus puissante, l'autre développait l'arme équivalente. Il y a eu un accord qui a été passé à la fin de l'Union soviétique pour qu'on puisse réduire le nombre des armes atomiques. Cet accord a été abandonné par Poutine. Ce qui est exact dans la question, c'est que la Russie développe des missiles avec des ogives nucléaires qui peuvent être beaucoup plus pénétrantes, performantes, avec une projection encore plus lointaine que par le passé. Les États-Unis ayant aussi ce type d'armes. Mais voilà, comme je vous le disais, utiliser une arme nucléaire entraînerait, c'est pour ça que je veux rassurer tout le monde, entraînerait des réactions qui seraient telles pour le pays qui en prendrait la décision que ça détruirait son pays. Donc on réfléchit à deux fois avant de détruire son propre pays. Donc je ne crois pas à cette menace-là tant qu'il y a quand même un travail qui doit être mené dans chaque pays qui dispose de l'arme nucléaire de performance de son propre arsenal. En France, donc, et le président de la République est directement concerné, en France, on doit investir régulièrement, c'est pour ça que ça coûte cher, pour améliorer notre dispositif nucléaire. Donc, là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'alerte pour la bombe atomique. Hein. Mais que vous ayez peur de l'arme nucléaire, je peux comprendre, mais elle obéit à des règles et à des principes qui font qu'elle ne peut pas en réalité être utilisée. Mais la menace principale n'est peut-être pas du côté de la Russie. L'Iran est en train de faire des progrès dans la détention, enfin dans l'accès à l'arme nucléaire. L'Israël a sans doute aussi les moyens de développer, ou a peut-être déjà développé, une arme nucléaire. Donc c'est sur ces régions-là qu'il peut y avoir une escalade qui peut être tout à fait dangereuse. C'est pour ça qu'il faut arrêter ce qui se passe au Proche-Orient, parce que ça peut prendre des formes qui peuvent être nucléaires. Donc c'est pour ça que je crois... La Corée du Nord, vous connaissez le dirigeant du Corée du Nord, c'est un ami de Donald Trump, ce qui ne veut pas vous rassurer non plus. Donc la Corée du Nord, il a l'arme nucléaire. Et lui, je ne suis pas sûr qu'il ait des arguments très rationnels, si vous voulez. Il ne peut pas attaquer l'Europe, ce n'est pas son objectif. Ce qu'il veut, c'est peut-être attaquer la Corée du Sud. Mais donc voilà, le risque, ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, c'est qu'il y a des pays qui peuvent accéder à l'arme nucléaire, pas forcément très sophistiquée, et l'utiliser. Autre question pour nous rassurer, là? Allez-y, tous les deux. Allez, le micro a disparu? Allez, parfait. Qu'est-ce que vous pensez du système scolaire en France? Pensez-vous qu'il est nécessaire de faire du 8h, 18h presque tous les jours en sachant qu'on va devoir travailler le soir? Donc là, il y a une question. On applaudit ceux qui ont compris la question, ou entendu la question. La question était, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de nous faire travailler entre 8h et 18h? Et en plus... Et en plus avec du travail après 18h, c'est bien ça. Bon, ça c'était l'intention du précédent gouvernement, le gouvernement Attal, qui a été très court. Je reviendrai après sur le déficit. Et il a été très, très bref. Il y a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Je crois qu'elle a besoin d'avoir un apprentissage, là, en ce moment, parce qu'elle ne connaissait pas forcément le sujet. Donc elle va sûrement revenir peut-être sur cette décision, la préciser, et de faire qu'il peut y avoir des journées
qui puisse être longue quand c'est nécessaire et plus courte dans d'autres, d'avoir des rythmes scolaires. C'est très important, les rythmes scolaires. On sait que l'attention, on le voit bien ici, au bout d'une heure, 1h20, l'attention commence à décliner. Il faut faire un travail pour les professeurs pour essayer de vous intéresser. L'heure du repas est aussi un problème très particulier, qui ne vaut pas que pour les élèves. Donc voilà, il ne faut pas avoir des rythmes surchargés, mais il faut avoir des rythmes qui puissent s'adapter à nos propres cycles de journée, d'existence. Donc, je pense que c'est pour ça que les chercheurs, avec les enseignants, doivent déterminer ce qui est le bon rythme scolaire et d'avoir la bonne journée de travail. De savoir aussi s'il faut autant, je vais être pas forcément populaire, autant de vacances qu'on en a aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas des temps plus courts pour la journée, des temps plus longs pour la période de l'année? Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'est le rôle de l'éducation nationale, de trouver le bon moyen de vous intéresser, de vous former. Et le travail à la maison, c'était pas forcément ce qui était souhaité. Il faut que le travail qui puisse se faire après les cours puisse être encadré. C'est ça qui permet de lutter contre les injustices, contre les inégalités scolaires. Si dans les familles où on n'a pas forcément l'appui nécessaire parce que les parents n'ont pas été eux-mêmes très loin dans l'éducation, eh bien, il faut qu'il y ait justement cet accompagnement, cet encadrement. Ça, c'est des moyens supplémentaires. Alors, j'ai oublié la question sur le déficit. Qu'est-ce que c'est que un déficit? C'est quand les dépenses sont plus importantes que les recettes. C'est un déficit. La France est en déficit depuis longtemps. Est-ce que c'est grave? Non, on peut emprunter pour combler le déficit, mais enfin, il y a un moment où les charges d'intérêt, c'est vaut pour tout particulier, les charges d'intérêt deviennent insupportables, et c'est pour ça qu'il faut soit augmenter les recettes, soit maîtriser les dépenses, diminuer les dépenses. Donc c'est pour ça que le gouvernement a présenté un plan. Je ne suis pas sûr que ça corresponde forcément à ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il ne peut pas laisser le déficit filer. Parce qu'à un moment, ceux qui vous prêtent de l'argent, enfin qui prêtent de l'argent aux États, vont demander un taux d'intérêt, c'est-à-dire un prix de l'argent plus important. Et si on paye ce prix, on a moins de moyens ensuite pour l'éducation, pour la défense, pour le social, etc. Alors, encore une question, à quel moment on arrête? Je ne sais pas. Hein? Alors, allez, on prend 2 questions, et puis après... Une question. Et après, on libère tout le monde. Allez. La France et l'Europe ont décidé de ne pas s'impliquer militairement dans aucun des conflits en cours, Russie-Ukraine, israélo-palestinien et au Congo aussi, afin de préserver la paix. Comment trouver l'équilibre entre préserver la paix pour l'Europe et ne pas sacrifier d'autres populations du monde? Et alors l'autre question, la dernière, vas-y. Quelle est selon vous la chose la plus importante absolument pour la France aujourd'hui? On va rester toute l'après-midi là. Vous allez voir les rythmes scolaires, ce que ça va être. La question, on est déjà venu. Il y a des guerres, il y a des conflits. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Participer au conflit, agir, envoyer des soldats. C'est pas du tout imaginable pour le conflit israélo-palestinien. On ne voit pas les Européens mettre une armée. Et auprès de qui? Pour empêcher le conflit de déborder. C'est pas possible. Donc là, la pression, elle n'est pas militaire, elle est diplomatique. Il faut convaincre les Israéliens d'arrêter leur opération et l'Iran d'arrêter d'aider le Hamas et le Hezbollah. En revanche, et là, c'est juste, sur la République du Congo, sur ces conflits dont on parle peu, normalement, l'ONU pourrait, et a des forces présentes, hein, l'Organisation des Nations Unies a des forces présentes, d'ailleurs au Liban aussi, au Congo, pour faire l'interposition. Donc ce n'est pas à l'Europe en particulier, c'est à l'ONU de pouvoir mettre des forces d'interposition pour empêcher le conflit. Or, l'ONU est bloquée. Pourquoi l'ONU est bloquée? Parce que chaque pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité, c'est celui qui peut justement envoyer des forces. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la France, le Royaume-Uni, la Chine. Et essentiellement la Russie et la Chine, les États-Unis
mettent un veto et on n'envoie pas de forces d'interposition. On aurait pu envoyer des forces d'interposition en Ukraine, on aurait pu envoyer des forces d'interposition à Gaza. Ça n'a pas été possible. Alors ensuite, quelle est la chose la plus importante pour la France? Je pense que c'est quand même l'éducation la chose la plus importante. Parce qu'on voit bien que les inégalités sont là. On voit bien que c'est pas si facile pour un certain nombre de familles. Et on voit bien que le rôle des enseignants, c'est fondamental. Et vous allez passer, parce que vous allez voir après, quand vous quittez le collège, le lycée, vous allez, pour certains, à l'université, d'autres, vous allez être dans des filières professionnelles, d'autres, vous allez peut-être rentrer tout de suite sur le marché du travail. Et vous allez regretter ces années-là. Il faut se dire que ces années, même s'il y a toujours des contraintes, des disciplines, des notes qui sont données, etc., mais c'est les années les plus importantes de votre vie. Alors, ça suppose un engagement des enseignants, et ils l'ont, et des élèves, mais ça suppose aussi que l'État mette les moyens nécessaires, parce que c'est ce qui va permettre à la France d'avancer. Et il y a aussi, je parle de l'école, du collège et du lycée, mais de l'université. L'université, il y a beaucoup d'inégalités. Il y a des universités qui sont supposées d'excellence, d'autres qui sont moins bonnes. Il y a les grandes écoles, donc il faut faire en sorte qu'on puisse assurer l'égalité, non pas des chances, mais des conditions qui permettent à vous de réussir votre vie. Et en réussissant votre vie, vous réussissez pour la France. Donc vous êtes de bons citoyens français, capables de comprendre aussi ce qui se passe. C'était ça le sens du dialogue. Comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe en France, pour que vous puissiez voter aussi. Parce que l'éducation, c'est pour vous donner du savoir, mais aussi pour vous permettre d'être citoyen. Tout à l'heure, c'était la question, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen? Donc, pour décider de votre avenir, et pour le décider en connaissance de cause. Et c'est pour ça que tout ce qui peut être apporté par l'école vous sert aussi pour, après, faire vos choix qui vont concerner la nation tout entière. Et c'est important de vous engager parce que, vous avez vu la démographie. La démographie, c'est le fait qu'il y ait peut-être moins de naissances qu'avant et qu'il y ait un vieillissement de la population. Si vous voulez que les sujets de la jeunesse, de l'éducation, du climat, de la paix même, soient développés par les gouvernements, vous avez intérêt à vous engager. Parce que les plus vieux, ils n'ont pas forcément cette priorité. Ils vont parler de leur retraite, ils vont parler du vieillissement, ils vont parler de la santé, c'est normal, c'est leur sujet. Et vous devez vous engager sur vos thématiques et vos sujets. Parce que c'est ça qui va faire avancer le pays. Donc merci à tous pour votre curiosité et à bientôt.